Si la Coupe du Monde était dans 2 ans, je vous dirais que je serais très inquiet pour Antoine. C'est bien que le mondial soit dans 8 mois. Mentalement et physiquement, jouer 2000 minutes par an à son niveau, tu ne peux pas le reproduire pendant 10 ans. Ça y est, on va rentrer dans le tournoi destination et c'est le dernier tournoi de préparation avant la Coupe du Monde. Moi perso, ça me fait plaisir, c'est la première fois que je vais faire des previews comme ça et j'espère que toi aussi ça va te plaire. Fervent supporter de la France, j'espère que je vais réussir à garder mon objectivité pendant le tournoi, mais il y aura sûrement quelques dérapages. Pour la France, on va pas faire dans l'originalité, leur objectif c'est gagner le tournoi coûte que coûte. Mon interrogation, elle vient d'une déclaration de Galtier. Vous êtes comme moi, vous lisez la presse. Galtier, il commence en nous disant ce que tout le monde sait, perso je le savais pas. Un joueur entre 19 et 24 ans, il doit pas excéder 30 matchs par saison pour être au top au niveau international. Entre 24 et 29 ans, c'est 25 matchs. Et entre 29 et 34 ans, c'est 20 matchs. Si on dépasse ces seuils, il y a une baisse de performance au niveau international et ça se ressent. Antonio, 15 matchs avec La Rochelle, 3 avec l'équipe de France, il lui reste 2 matchs pour sa saison. Dupont, 26 ans, 14 matchs avec Toulouse, 2 matchs avec le 15 de France. Il lui reste 10 matchs dans la saison pour être dans les standards. Aldrit, 25 ans, 14 matchs en club, 3 en équipe de France. Il lui en reste 8. Bon, vous êtes comme moi, vous avez compris que c'est cramé sur ce point-là. On le sait, Thibaut Giroud et le staff des Bleus, ils travaillent avec les préparateurs physiques des clubs professionnels pour essayer de préserver un maximum les joueurs de ce groupe France. Mais on le sait, les objectifs des clubs et de l'équipe de France, c'est pas forcément les mêmes. On a des clubs qui sont des gros pourvoyeurs dans le top 14 d'internationaux, que ça soit en France ou dans les autres équipes. Et le tournoi destination, ça va amputer leur effectif. Si la période internationale, elle les touche comptablement, quand les mecs ils vont revenir de sélection, évidemment, les coachs vont les faire jouer. Toi, tu perdrais ton boulot pour qu'il y ait un autre mec qui le conserve? Au-delà des objectifs de victoire, pour moi, la France, c'est de savoir comment est-ce que Galtier va gérer le temps de jeu de ses joueurs premium. C'est-à-dire que pour les préserver pour la Coupe du Monde, parce qu'ils ne se blesseront pas forcément en équipe de France là pendant le tournoi destination, tu imagines s'il y a Aldrit ou Dupont qui se fait les croiser pendant les phases finales de Top 14 ou de Champions Cup, c'est out pour la Coupe du Monde. Est-ce que Galtier va intégrer ça dans ses données pour réussir à gérer le temps de jeu de ses joueurs, quitte à se priver de ses joueurs premium sur certains matchs du tournoi destination? Ce problème, il concerne moins les autres nations qui ont des championnats qui sont moins denses que le top 14. Galtier, on le sait, il a plutôt l'habitude de faire commencer ses meilleurs joueurs en début de match et d'avoir ses finisseurs pour terminer. Est-ce qu'il va rentrer ça dans ses données pour pouvoir s'adapter et réussir à préserver du temps de jeu de certains joueurs pour éviter qu'ils atteignent trop de matchs dans la saison? Pour le calendrier, la France, on commence avec 2 déplacements. Une petite mise en bouche avec l'Italie qui ne sera pas un match simple et il y a une petite preview qui va sortir. D'ailleurs, si tu n'es pas abonné et que tu ne veux pas rater la preview, c'est le moment de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner et la petite cloche pour la vidéo qui va sortir. Deuxième déplacement en Irlande et là, ça va être chaud bouillant. On va avoir le premier mondial contre le deuxième mondial. Une réception de l'Écosse, un crunch en Angleterre et on reçoit les Gallois sur le dernier match. 3 déplacements et 2 réceptions et c'est toujours assez compliqué, même si les joueurs sont habitués, c'est plus compliqué de se déplacer, c'est une autre logistique que quand on joue à domicile et surtout à mon avis en Irlande et en Angleterre on va avoir des publics hostiles. Belle préparation pour le 15 de France. L'Italie, bah ouais je commence par l'Italie, tu pensais que ça allait être l'Angleterre ou l'Irlande? Bah non, les Italiens c'est les premiers qu'on joue. Est-ce qu'elle a remonté la pente? Ils sortent d'une sale période les Italiens depuis 2018, 46 défaites en 57 matchs. Et attention, les 9 victoires qu'ils ont eues, c'est la Namibie, c'est le Japon, c'est le Canada, c'est Shizuoka Blue Reefs, que je savais même pas qui c'était, mais c'est un club japonais. Donc t'as la sélection, elle joue contre des clubs et c'est là où elle a ses victoires. Ils étaient au fond du gouffre. Par contre, sur les 7 derniers matchs, ils ont eu 5 victoires, dont une victoire au Pays de Galles qui a été historique et une autre victoire historique face à l'Australie. Ils sont emmenés par Kieran Crowley, qui est un néo-zélandais. Il a repris la Squadra Azzurra en 2021. Il a évolué sous le maillot des Blacks au poste de numéro 15 et c'est un sacré technicien. Il a réussi à développer un style de jeu qui est propre à l'Italie avec les qualités de ses joueurs et surtout de manière à contrer les plus grandes nations. Les jouer, je pense que ça va pas être une partie de plaisir pour nous. Ils ont construit un style en mettant énormément de vitesse dans ce qu'ils font. Mais ça, je le garde pour le preview du match contre l'Italie. D'ailleurs, cette vidéo, elle va sûrement me rapporter entre 5 et 10 euros. Donc ma seule rémunération, ça va être ton petit like, ton abonnement et la petite cloche que tu dois mettre. Et donc si tu l'as pas encore fait, c'est le moment de le faire si tu veux pas rater la prochaine vidéo. Ils ont réussi à élargir leur groupe qualitativement pour éviter à la 60e minute de faire rentrer le boulanger et le plombier et d'en prendre 40 sur les 20 dernières minutes. Contre les Box, ils prennent une sacrée fessée cet automne. Par contre, à la 45e minute, ils sont menés que 18-16. Bon, stop, ça j'ai dit que je le gardais pour le preview du match Italie-France. Dernière chose que je vous dis, ils ont quand même 2 joueurs dans le 3e rideau, entre Ioane et Capuzzo, qui leur font énormément de bien. C'est 2 joueurs que j'apprécie beaucoup. De toute façon, on apprécie tous les Italiens puisqu'on fait que de les battre tout le temps. Par contre, le jour où ils nous battent, à mon avis, on va plus pouvoir les piffrer.
La France et l'Italie, ils sont dans la même poule pour la Coupe du Monde avec la Nouvelle-Zélande. Donc les Italiens, c'est sûr qu'ils ont coché cette case contre la France en réception parce que ça va être leur dernier test et leur dernier galop d'équipe avant cette phase de poule qui va être compliquée. Ils se déplaceront après en Angleterre et recevront les Gallois et les Irlandais. Pour eux, une des grosses complexités, ça va être de réussir à maintenir un degré d'intensité pendant 80 minutes, notamment quand ça va taper très très fort comme contre les Irlandais, parce que les Irlandais, on sait très bien qu'ils peuvent nous mâcher. Bah ouais, j'avais oublié de mettre la lumière. L'Irlande, ouais, c'est le match numéro 2 et on va en Irlande. Après notre victoire l'année dernière contre eux, à mon avis, on va être attendu là-bas. Numéro 1 mondiaux contre numéro 2, bam! Avec leur style de jeu en 1-3-3-1 bien affirmé, où ils viennent taper ultra fort et surtout ils sont ultra efficaces dans tout ce qui va être phase de combat et tout ce qui va être attitude au contact et dans les rucks. Pour moi, c'est les favoris du tournoi, c'est eux et c'est pas nous. Leur chantier, c'est quoi? Et bah pour moi, en fait, c'est l'absence de Sexton. Sexton, il a été opéré de la pommette et on sait qu'il est victime de commotions à répétition quand même depuis un certain temps. Il joue en équipe d'Irlande depuis 2009. À 37 ans, il va disputer sa 4e Coupe du Monde. Le mec, il a quand même 4 Coupes du Monde à son actif et 24 années au niveau international. D'ailleurs, quand on les bat l'année dernière, il n'est pas là. Et pour moi, l'Irlande, ils n'ont pas encore trouvé l'alternative à l'absence de Sexton. Quand Sexton n'est pas là, l'équipe n'est pas la même. Et si on reprend les statistiques de Galtier sur l'âge, quand tu as 36 ans, ça donne quoi? Et bah lui, pour l'instant, il a joué 5 matchs avec son club et 1 avec l'équipe nationale. Il est à 6 matchs depuis le début de la saison. Ça va être intéressant de voir comment l'Irlande va préparer le tournoi avec ses 2 autres ouvreurs qui sont Ross Byrne qui a 27 ans et Jack Crowley qui en a 22. La question que le squad irlandais doit se poser, c'est est-ce que John Sexton, ça va être mon numéro 1 pendant le mondial, mais sachant que s'il est numéro 1, comment je fais pour le préserver? Parce que lui, tu sais très bien qu'au bout de 4 matchs, il va se faire éteindre, il va être blessé. Ou soit il est impact player et il rentre pour te changer le cours d'un match ou te gérer les fins d'un match. C'est-à-dire qu'avec son jeu au pied, il est capable de te mettre le ballon où il veut pour déplacer, pour casser le rythme, ou alors pour scorer s'il y a besoin de mettre des points au pied. Et ça doit être la grosse interrogation à mon avis en Irlande en ce moment. C'est est-ce que Sexton, il a une Coupe du Monde dans les pattes pour faire une perf? Premier déplacement chaud au Pays de Galles, parce qu'on arrive sur le Pays de Galles. Après, attention, eux, ça va pas être marrant non plus. Et derrière, réception de la France. Déplacement en Italie et en Écosse et réception de l'Angleterre pour un dernier match qui va être à mon avis aussi chaud bouillant. Il voyage 3 fois pour 2 réceptions. L'Écosse, emmenée par Gregor Townsend, c'est une équipe que tout le monde adore. Ils sont capables de martyriser n'importe quel adversaire dans le jeu et de battre n'importe quelle équipe, mais par contre, c'est en dents de scie leurs résultats. Je pense qu'ils ont un problème notamment de lucidité à certains moments et de gestion stratégique au cours des matchs pour pouvoir garder la main mise sur le match. Mais ça va de pair avec leur ouvreur Finn Russell. Finn Russell, on le connaît tous, il est fantaisiste et on l'adore, c'est un joueur d'exception. Par contre, il est capable de passer totalement au travers comme il est capable de débloquer des situations. Et ouais, on l'a tous vu mettre des coups d'envoi directement en touche, ou alors de rater 3 pénales touches d'affilée dans un match. Et pourtant, c'est pas un joueur qui prend la pression, parce que ça peut être sur des matchs de merde, où en fait il va te faire déjouer. Mais sur des matchs en jeu, il peut être excellent. Cet automne, par exemple, ils ont martyrisé les All Blacks sur une entame de match qui a été fabuleuse, où ils mettent 2 essais ultra rapidement, et derrière, en fait, ils les laissent revenir. Alors attention, tu joues les Blacks, évidemment, c'est pas facile. Mais quand tu as commencé à prendre le score, au bout d'un moment, il faut être capable de gérer ton tempo de match. À mon avis, leur travail sur le tournoi pour pouvoir être le plus performant possible en Coupe du Monde, ça va être travailler sur ces scénarios de match que Galtier fait vivre aux joueurs en permanence. Et je pense que l'Écosse va beaucoup travailler là-dessus. Le deuxième ouvreur de l'Écosse, c'est Adam Hastings qui lui est blessé. Et donc Gregor Townsend, il a appelé 3 ouvreurs, dont un nouveau qui est l'ouvreur du Munster. C'est Ben Healy. C'est un jeune ouvreur. Attention, ce joueur, il est très très doué. On le voit avec le Munster qui a failli gagner contre Toulouse ce week-end. Attention, il est vraiment pas marrant. Avoir une autre option à l'ouverture pour l'Écosse à part Russell, ça me paraît indispensable. Soit Russell n'est pas dans son match, ou soit si Russell se blesse, qui est-ce qu'on fait jouer? La question c'est, est-ce que l'Écosse qui est capable de battre n'importe qui, elle va être capable d'amener plus de régularité dans ses performances? On embraye avec l'Angleterre. Ouais, je les aime pas les Anglais, mais on va quand même se les faire. Franchement, j'adore voir les Anglais perdre, mais alors là, je suis triste pour eux. Je suis pas triste pour leur équipe nationale, je suis simplement triste pour le rugby anglais parce qu'on a quand même 2 clubs qui ont fait faillite. Et ça, c'est grave pour le rugby. Il y a tout le monde qui parle d'une équipe qui est en panne de jeu depuis la dernière Coupe du Monde et la finale perdue contre les Box. Depuis cette finale, ils sont à 11 défaites sur 32 matchs. Effectivement, c'est pas top. Par contre, leur système de jeu et leur style de jeu, ils l'ont gardé. C'est simplement qu'ils sont moins dominants sur tout ce qui est collision. Et quand t'es moins dominant, c'est plus dur de produire du jeu. Bon, ça a coûté la tête de leur sélectionneur Eddie Jones. Qui est-ce qui le remplace?
c'est Steve Borswick. Les deux hommes, ils ont déjà entraîné ensemble, notamment l'équipe du Japon pendant la Coupe du Monde 2015. Et pendant cette Coupe du Monde, il ne faut pas oublier que ces deux hommes, ils ont réussi avec l'équipe du Japon à battre les Sud-Africains en phase de poule. Bah bah bah. Derrière, il a suivi Eddie Jones pour entraîner l'équipe d'Angleterre et il a fait la finale de la Coupe du Monde avec l'équipe d'Angleterre. Derrière, il s'est retiré. Maintenant, il a été rappelé. Le départ d'Eddie Jones, ça a provoqué quelque chose dont on a moins parlé, c'est le départ de Matt Proudfoot. Vous allez me dire, c'est qui lui? Eh ben lui, c'était l'entraîneur de la mêlée anglaise. Vas-y, dis-le, je sais que tu vas le dire. Bah la mêlée anglaise, elle est pas au top. Ouais, mais lui, il est arrivé en 2019 après la Coupe du Monde. Et sinon, c'était l'entraîneur de la mêlée des Springboks. Donc ça veut dire qu'il a été champion du monde, le mec, quand même. Il a décidé de quitter. Pour le moment, ils n'ont pas trouvé de remplaçant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entraîneur de la mêlée anglaise. On va voir comment ils vont se débrouiller. Le nouvel entraîneur, il intègre 5 joueurs dans le squad anglais. Et notamment Finn Smith, qui est l'ouvreur de Northampton et qui a 20 ans. Alors la question que je me pose, c'est autant Marcus Smith, c'est un attaquant né, il aime bien, il est capable de te mettre des diagonales au pied dans les 22, il a des super appuis très très forts pour attaquer la ligne, il te met des petits chips par-dessus, les petits chips pour ceux qui ne savent pas, c'est les petits coups de pied par-dessus le premier rideau défensif. Donc leur style a énormément évolué depuis la Coupe du Monde, puisque à la dernière Coupe du Monde, c'était un ouvreur quand même, un gestionnaire au pied, le mec il déplaçait le ballon aux 4 coins du terrain au pied. Ils sont passés avec Marcus Smith, et là ils appellent Finn Smith. Est-ce qu'ils n'appellent pas un ouvreur qui est un petit peu plus rationnel et qui va avoir plus de longueur de jeu au pied que Marcus Smith, de manière à pouvoir revenir en fait sur du kicking game ou en tout cas avoir plusieurs cordes à leur arc en fonction des stratégies qu'ils veulent mettre en place. Bon, pour se lancer, ils vont avoir 2 matchs à domicile en recevant l'Écosse et l'Italie. Ensuite, ils vont avoir 2 matchs à l'extérieur en allant au Pays de Galles et en Irlande. Et entre les deux, il y a le crunch contre la France. Et les Gallois, on en parle ? En 2022, la crise pour eux. Sur 12 matchs, ils ont 9 défaites. 12 matchs, 9 défaites. Bam, Wayne Pivac sur le côté. Il a été remplacé par Warren Gatland. C'est un choix très intéressant car à 8 mois de la Coupe du Monde, ils font revenir un entraîneur qui a entraîné la sélection galloise pendant 12 ans de 2008 à 2019. À son palmarès, il a 4 tournois de destination dont 3 grands chelems, 2 finales de Coupe du Monde où il terminera à la 4e place. Ça me fait penser un petit peu aux Fidji en 2007, là où leur entraîneur, un fameux Wayne Pivac, quitte la sélection pour des problèmes personnels à 8 mois de la Coupe du Monde et l'entraîneur est remplacé, ils se reconstruisent. D'ailleurs, il y a le plus beau match de toutes les Coupes du Monde, c'est un Galles-Fidji en 2007. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à cliquer sur le lien sur la petite fiche, c'est un match anthologique. Bon, revenons à nos moutons. Warren Gatland reprend la sélection galloise. Il rappelle un talonneur de 36 ans, Ken Owens, avec lequel il a déjà bossé. Les Gallois, ça reste une très bonne équipe. Je ne sais pas si vous avez vu leur match contre les Néo-Zélandais à la tournée d'automne, mais ils peuvent le gagner, ils font une très belle prestation et malheureusement, ils le perdent. Et changer d'entraîneur, c'est comme l'équipe d'Angleterre ou comme à Brive avec l'arrivée de Colazo ou alors l'arrivée de Urios à l'ASM, ça ne va pas révolutionner la façon de jouer des mecs. Par contre, ça va t'amener de la fraîcheur dans le discours et surtout des petits détails en plus pour essayer de faire basculer les matchs et faire rentrer le groupe dans une autre dynamique. Eux, ils vont rentrer dans le cœur du tournoi avec une réception de l'Irlande, puis un déplacement en Écosse. Réception de l'Angleterre, puis 2 déplacements Italie et France. L'intérêt pour eux, c'est vraiment de repartir sur une nouvelle dynamique. La question que je me pose, c'est Warren Gatland qui a déjà entraîné pendant 12 ans. Est-ce qu'il n'a pas déjà usé les joueurs avec son discours et est-ce qu'il va réussir à innover dans sa façon de manager et d'entraîner pour avoir l'adhésion du groupe et pouvoir repartir sur un autre cycle? Même si les équipes sont professionnelles, tous les mecs se valent plus ou moins physiquement ou techniquement. Au bout d'un moment, c'est dans la tronche et c'est sur des petites actions que tu arrives à faire basculer les matchs. Galtier, il arrive à faire en sorte que ses joueurs fassent basculer les matchs sur des petites actions. Si Penaud, il n'est pas en confiance, c'est pas dit qu'il mette l'essai contre l'Australie. Bon, je suis hyper content de suivre ce tournoi destination et de partager avec vous ce que j'ai, sachant que c'est que des avis personnels, attention. Et j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que Galtier, dans ses données et dans ses compositions, il va intégrer les résultats des clubs pour préserver certains de ses joueurs s'il en a la possibilité, pour éviter qu'ils fassent trop de matchs dans la saison et donner du temps de jeu à d'autres joueurs? Maintenant, je te l'ai dit, ma seule rémunération quasiment, ça va être le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche. Il faut que tu le fasses si tu veux que la chaîne elle continue d'exister et si tu en es là dans la vidéo, eh ben, je te rassure, c'est gratuit, tu peux le faire et ça remercie mon travail. Allez, topette l'ami!